AutoCAD est un logiciel très connu dans le monde de l'architecture et de l'ingénierie. Il a été inventé en 1982 par la compagnie Autodesk. C'est un logiciel qui est utilisé à la fois pour retracer des dessins déjà créés, donc pour faire de DAO, mais aussi il est très utilisé pour faire des CAO, c'est-à-dire chercher des résolutions de problèmes ou des solutions à un problème de design dans le dessin lui-même. Donc, nous allons jeter un coup d'œil sur une petite introduction sur les CAO et DAO. Et par la suite, nous allons voir les outils de base d'AutoCAD. Donc, aujourd'hui, c'est un cours d'introduction. Sur le plan de cours, vous avez en une page ici, nous avons un dossier en une page, un dossier de lecture et un dossier d'aide-mémoire, autre que le devoir que nous allons faire d'une façon hebdomadaire. Donc, en une page, en fait, ce que j'ai fait avec ça, c'est une feuille qui résume un petit peu le cours sur une seule feuille. Donc, je vous suggère fortement de garder ces feuilles tout au long de votre carrière parce qu'elles sont extrêmement utiles. Euh, pour suivre avec moi tantôt, je vous suggère de télécharger l'aide-mémoire. Donc l'aide-mémoire ressemble à ça. Je vais suivre étape par étape. À chaque fois que vous apprenez une notion, vous cochez. Comme ça, c'est une méthode très pédagogique et on va s'assurer que tout est bien compris. Alors on commence tout de suite. La première étape, signification de CAO. Donc le CAO, c'est conception assistée par ordinateur. Ça diffère de DAO, qui est dessin assisté par ordinateur. Donc le CAO, c'est lorsque on utilise le logiciel ou un dispositif informatique quelconque, l'ordinateur en général, pour trouver des solutions à un problème de design ou de conception. Lorsque mon patron me donne un dessin à retracer et je le retrace tel quel avec AutoCAD, ceci ne représente pas une situation de CAO. C'est plutôt des DAO parce que je dessine ce qu'on m'a demandé de faire. Aussi, lorsque moi-même, comme concepteur, euh, je trouve une solution à un problème de design et je le dessine sur une feuille, et j'ai développé cette habitude, un peu comme quelqu'un qui écrit un livre. En fait, il écrit son texte sur une feuille à la main, et par la suite, il utilise Word pour retracer ce qu'il a créé, ce qu'il a écrit. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas de CAO, c'est tout simplement de taper, d'écrire ce que la personne a créé d'avance. La même chose le dessin. Alors dans le dessin, quelqu'un qui crée son dessin sur la feuille après qu'il le dessine sur l'ordinateur, on considère ça du DAO. Le CAO, c'est lorsque on s'épanche, on utilise les capacités d'ordinateur pour des fois nous aider à trouver une solution ou pour que nous-mêmes on trouve par différents moyens que le logiciel offre pour trouver des solutions à notre problème. Donc il faut le faire directement sur place. Ce n'est pas une question de tout simplement réfléchir, mais c'est parce que les logiciels ont des capacités, un peu comme une calculatrice par exemple. Une calculatrice elle est capable de calculer pour nous les chiffres. Donc elle-même, elle offre des solutions à un problème quelconque en utilisant le racine carré et les autres options. Donc, dans les logiciels, par exemple, si je prends un logiciel 3D, il a la capacité d'afficher l'ombrage en temps réel à une heure précise de la journée. Si moi, en utilisant cette fonction, en travaillant en temps réel, je conçois un brise-soleil qui est capable de bloquer le soleil à ce moment de la journée. Donc, j'ai trouvé une solution avec l'ordinateur même pour un problème spécifique. Donc, ça vient vraiment de la nature de l'ordinateur, de sa capacité de calculer, de simuler, de modéliser, qu'il me donne une perspective différente pour que je puisse résoudre le problème. Tandis que si j'étais sur une feuille,
Je vais surtout utiliser ma tête, mon cerveau, la boîte noire que j'ai à l'intérieur de ma tête pour réfléchir à trouver une solution. Et une fois que la solution est faite, j'utilise l'ordinateur tout simplement pour la retracer. Ça devient des DAO. Tandis que quand j'utilise les capacités de l'ordinateur pour m'offrir des solutions et que j'en choisis de ces solutions et je les développe, ça c'est de CAO. Donc, le dessin a passé par plusieurs étapes avant qu'on arrive à là où on est présentement. En 1982, AutoCAD a été inventé par Autodesk. Ça a été une grande révolution quand même dans le monde d'architecture parce que par les fichiers électroniques, on est dorénavant capable d'archiver nos projets dans des capacités quand même ou dans des places très minimes. Aussi, on a la capacité à la reproduction. La troisième chose, on a la capacité à la modification. Donc, quand tu as un dessin, par exemple, dessiné sur AutoCAD, tu peux retourner, on a effacé des lignes, on a rajouté, sans que ça ait un impact énorme. Tandis que quand les dessins étaient faits à la main, il fallait, quand on avait des modifications à faire, c'est quand même un processus qui affecte beaucoup, pas seulement le dessin même, mais le dessin de toutes les personnes impliquées dans la conception. Donc on imagine maintenant, moi comme architecte, je travaille avec des ingénieurs. Lorsque j'ai modifié mon dessin qui sera en lien avec leur dessin sera modifié automatiquement. Alors que dans le passé, il aurait fallu faire des copies. Quand je parle de passé, c'est dans les années 80 et avant. Parce que même si AutoCAD a été inventé en 1982, il faut comprendre que ça prend un certain temps avant qu'il soit implanté dans les bureaux. D'une façon, il sera implanté de façon progressive, bien évidemment. On peut penser aussi que c'était très dispendieux dans le temps. Et je pense que ce n'était pas envisageable pour certains bureaux de penser que la table à dessin serait entièrement remplacée par un ordinateur. Alors que maintenant, toute la culture de l'architecture a changé. Ce n'est plus la même culture. Donc, l'évolution de la technique de dessin, bien entendu, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. Ça permet, comme je disais, maintenant la conception directe sur l'ordinateur, la modification des dessins, l'archivage, la reproduction, la légèreté et la minimisation de la place. Autrefois, on avait une salle d'archives dans les bureaux, alors que maintenant, ce n'est plus nécessaire. Il suffit d'avoir un disque quand même à grande capacité. On peut archiver dedans tous les dessins du bureau depuis des décennies. On est capable de toutes les rentrer sur un seul disque et on peut en faire deux, trois copies pour que si jamais un casse, mais l'autre il est là encore. Donc voilà, le dessin aussi à l'ordinateur a affecté notre culture de conception. Donc avant, on apprenait des méthodes comme tenir les crayons pour reproduire un trait de ligne spécifique et le trait de ligne pouvait inspirer à une certaine orientation de design, alors que maintenant la culture de la ligne a changé. La culture de la ligne avec AutoCAD, c'est un point de départ, point d'arrivée avec des coordonnées. Donc la ligne, peut-être des fois, elle a moins de nuances. Parce que quand on dessine à la main, on est capable de nuancer notre trait de ligne. Alors, avec l'ordinateur, on dessine la ligne, on peut lui attribuer des propriétés spécifiques pour lui dire comment imprimer à la fin. Mais il reste que on peut perdre certaines nuances. C'est un art de savoir comment contrôler les dessins assistés par ordinateur pour produire un dessin imprimé de certaines qualités artistiques. Donc, on ne parle pas ici de Photoshop, on parle d'AutoCAD. Ce qui m'amène au prochain sujet, c'est que AutoCAD est un logiciel vectoriel, contrairement à Photoshop qui est un logiciel à pixels.
C'est quoi la différence? C'est que Photoshop, si je donne l'exemple, lorsqu'on crée une image, l'image a des dimensions limitées et prédéfinies. Donc, lorsque je crée une image, je dois établir le nombre de pixels à l'horizontale et à la hauteur. Donc, lorsque je crée une image, par exemple, de 1280 par 960, ça veut dire qu'il y a 1280 pixels à l'horizontale et 960 pixels à la verticale. Tous ces pixels sont pré-créés comme des cases. Et ce qu'il fait Photoshop après, il me donne la possibilité de les remplir de couleurs ou de les remplir de nuances ou de la transparence même. Donc, ce sont des cases pré-créées que je dois les remplir. Pour AutoCAD, premièrement, ce qui est contraire à Photoshop, l'espace n'est pas défini, il est illimité. Donc, mon dessin peut avoir des dimensions illimitées. Mais toujours partant à partir de l'origine. Deuxième élément important, AutoCAD, il travaille selon les mêmes principes que le plan cartésien. Donc, le plan cartésien, comment il fonctionne? Vous avez deux droites pour X et Y, et vous avez une troisième pour Z. Et il y a l'origine qui se trouve exactement à l'intersection entre X et Y. Par la suite, si vous allez à droite, c'est positif, si vous allez à gauche, c'est négatif. Donc, je travaille selon les principes de dessin ou de plan cartésien. Donc, ça, c'est une deuxième information très importante concernant AutoCAD. La troisième, tous les dessins est vectoriel. Donc, lorsque je parle que c'est vectoriel, ça a beaucoup d'implications. Ça veut dire que lorsque je dessine une ligne sera composée de deux coordonnées, les coordonnées de départ, les coordonnées de l'arrivée. Ce qui veut dire que les fichiers d'AutoCAD sont tout simplement des fichiers texte. Texte comme écrit. Parce que les fichiers AutoCAD sont en réalité des fichiers de programmation. Et dedans, si on ouvre un fichier AutoCAD avec un éditeur de texte comme Word ou autre, nous allons voir dedans que ça dit il y a une ligne qui commence avec telle propriété à partir de tel point puis qui arrive à tel point. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qui veut dire qu'un dessin AutoCAD comparé à Photoshop peut être énormément plus léger qu'une photo à pixels. Parce que les photos à pixels, il y a déjà toutes les cases pré-créées, ce qui fait que même un dessin vide, il a déjà une certaine pesanteur. Pensez par exemple, à un entrepôt qui a déjà plein de casiers. Même si les casiers sont vides, mais il y a déjà l'entrepôt. Tandis que dans AutoCAD, il faut penser à une ville vide, il n'y a rien du tout, et tu viens de définir que tu veux faire une rue, tu dis où est-ce qu'elle va être la rue. Mais il n'y a rien jusqu'à temps que tu fais la rue. Donc, AutoCAD est vectoriel. Le fait que c'est vectoriel, ça a deux implications extrêmement importantes. La première, ça crée des fichiers très légers, parce que comme je disais, c'est juste du texte qui explique, qui dit c'est quoi où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on arrive. Et le deuxième, super important, c'est que ça me permet de contourner le problème de la résolution des images de Photoshop pour produire de la définition extrême à n'importe quelle échelle que j'imprime. Donc, pensez à un texte. Disons, avec AutoCAD, vous avez écrit la lettre A. Que vous l'écriviez petite ou grande, que vous l'imprimiez sur une porte-clés de 1 pouce par 1 pouce ou sur une affiche de 1 km par 1 km, les courbures et les détails vont avoir la perfection des détails. Encore, parce que c'est vectoriel, parce que l'imprimante est capable de calculer la ligne comme un élément vectoriel plutôt qu'un élément de pixels où les points sont déjà prédéfinis, les pixels sont prédéfinis. Si par exemple, pour avoir une photo de bonne qualité, il faut que vous ayez à peu près 300 pixels par pouce carré, 300 dpi, dot per inch
par square inch. Donc là, quand vous faites 300 dpi, 300 points par pouce, alors à ce moment-là, vous allez avoir plein de points à l'intérieur du pouce, donc vous condensez votre image. Maintenant, imaginez que vous avez besoin de faire une image d'1 km par 1 km pour imprimer, et pour chaque pouce, vous avez besoin de 300 pixels, et j'ai multiplié 300 pixels par 1 km. Donc, imaginez combien l'image sera grande. Je ne crois pas qu'il y ait un ordinateur capable présentement de processer une image aussi grande. Tandis que pour AutoCAD, c'est rien. Pour AutoCAD, ça peut être un fichier de moins qu'un meg, plus petit qu'une seule photo sur votre téléphone. Donc, ça, c'est juste pour expliquer comment AutoCAD, la technologie des dessins fonctionne. Ça, c'est notre deuxième point. Notre troisième point, connaître la différence entre le model space et le paper space. Donc, l'espace objet et l'espace papier. Dans AutoCAD, vous êtes capable de voir un petit peu, de dessiner sur deux modes. Il y a le mode du monde, c'est ce qu'on appelle model space, et dans ce mode, vous dessinez à l'échelle réelle. Donc, si je suis en mode millimétrique, par exemple, alors si mon bâtiment il est 30 mètres, donc il va être 30 000. Donc, dans AutoCAD, je vais prédéfinir que mes unités seront des millimètres, ça sera métrique. Et je dessine tout simplement 30 000 pour la largeur de mon bâtiment, 20 000 pour la hauteur, puis ainsi de suite. Donc, je dessine à l'échelle du monde, à l'échelle réelle. Tandis que dans Paper Space, c'est à l'échelle de cartouche. Et c'est quoi l'échelle de cartouche? C'est l'échelle 1-1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échelle, mais plutôt, il faut dessiner à l'échelle de la feuille. Donc, si mon dessin, il est à échelle 100, puis il était 30 000 dans le modèle. Donc, ça veut dire qu'il va être comme 300 mm, 30 cm sur la feuille. OK? Comment je sais? Mais tout simplement parce que je suis à échelle 100, j'enlève aux 30 000 2 zéros. Donc, ça va me donner 30 cm. OK? 0,3 mètres. Donc, comme ça rentre sur ma feuille. Je sais déjà ce sera quoi la grandeur. Qu'est-ce qui arrive? C'est que dans la pratique, normalement, on place la cartouche directement sur le paper space parce qu'on le dessine à l'échelle de la feuille. C'est plus facile. Certains textes, on les met sur le paper space. Donc, c'est juste pour savoir, on est capable de basculer de model space à paper space dans AutoCAD. On va le voir tantôt. Généralement, le model space, c'est pour créer, pour dessiner, pour faire votre bâtiment. Et le paper space, c'est pour la mise en page. Donc, si je fais le parallèle avec Revit, le paper space va devenir exactement comme les feuilles de Revit. Tandis que le model space, c'est là où on travaillait sur notre maquette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter directement vers AutoCAD et on va regarder comment il fonctionne. Donc, lorsque vous ouvrez AutoCAD, vous tombez sur cette page. AutoCAD, pour commencer n'importe quel dessin, il faut commencer avec un gabarit. On appelle en anglais template. Donc, il faut toujours commencer à partir d'un gabarit. C'est très important. Donc, disons que je vais aller dans le A. Je déroule le menu. Et ici, je vais faire Nouveau. Donc, à partir de Nouveau, vous allez voir que il va vous offrir... Là, maintenant, il a sauté directement parce que c'est comme... il m'appelle les templates. Donc, regardez bien les gabarits qu'on a déjà. Et on va voir tout de suite où est-ce qu'ils sont placés sur l'ordinateur, juste pour avoir une idée. C'est toujours bien de savoir comment les fichiers sont placés. Donc, dans ces users, dans mon nom, à l'intérieur, dans AppData, Local, Autodesk, AutoCAD 2020, R2301, Anglais Template. Ça, c'est le chemin. C'est pas trop compliqué. Donc, à partir d'ici, lorsque je regarde, vous avez le droit de créer vos propres templates. Vous avez le droit
de prendre aussi, si quelqu'un vous donne son template, si vous travaillez dans un bureau, puis ils vous permettent d'avoir leur template. Donc, vous pouvez le prendre, comme ça, vous allez avoir, par exemple, plein d'informations. Je ne connais pas quelqu'un qui travaille avec AutoCAD sans template. C'est encore beaucoup plus important que Revit en termes de vue de l'utilisation des templates. Parce que ça définit un tas de choses. Les types de texte, la nomination des calques, les cartouches, tout est déjà à l'intérieur de votre fichier. Donc quand vous travaillez, vos fichiers sont toujours produits de la même façon. Alors moi j'ai produit un ici que j'ai appelé Interior Design, ça c'est le mien. Et là j'en ai un impérial et j'en ai un métrique. Ça c'est très commun dans AutoCAD. Vous ne pouvez pas mélanger métrique et impérial. Lorsque vous passez d'un fichier impérial à métrique, donc dans ces cas-là, il va falloir multiplier par 25.4 parce que chaque pouce est 25.4 mm. Donc, si vous passez de l'un à l'autre, il faut multiplier par 25.4. Vous allez de métrique à impérial, il faut diviser par 25.4. Tout dépend si c'est centimètres. Normalement, dans l'architecture, on travaille en millimètres. On travaille rarement en centimètres. Je n'ai pas trop vu. En ingénierie et en urbanisme, on travaille en mètres. Mais en architecture, on travaille en millimètres. Vous me dites pourquoi? C'est parce que ça nous aide à ne pas avoir des décimaux. Pas de virgule. Les millimètres, c'est toujours un chiffre rond. Si tu as un mur de 8250, non, c'est 8250. Si tu le fais en mètres, ça va être 8,25. Alors, comme ça, le millimètre, ça te permet tout le temps d'avoir des chiffres ronds. Sinon, si vous voulez commencer à partir d'un fichier existant, parce que vous n'avez pas ces fichiers, donc vous avez ici Tutorial, de tutorat, I pour impérial, I architectural, I mécanique ou ingénierie, métrique architecturale, métrique mécanique. Donc, je vais prendre métrique architecturale pour le moment. Et ça va être mon premier dessin, juste pour voir. Puis là, je vais faire Open. Donc, le dessin va ouvrir. Et la première chose que nous allons voir, c'est comment basculer entre le Model Space et Paper Space. Donc, si je regarde ici, maintenant, je suis en Paper Space. Ça, c'est le mode cartouche. Donc, dans le mode cartouche, si par exemple, je vais faire prendre la distance, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Si je vais prendre la distance de ma feuille, comme ça. Donc, il va me dire en bas le résultat. Ici, vous le voyez, 826. Donc, ça, c'est 826 mm. Donc, voilà, on est bien commencé. Maintenant, si vous regardez ici en bas, j'ai modèle et j'ai ISO pour le layout. Ici en bas, c'est un peu comme Excel. Vous pouvez créer d'autres layouts. Donc, si je vais dans modèle, ici, c'est mon espace de travail. Alors, à partir de ça, je vais commencer à vous expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de voir. Donc, c'est quoi les choses que vous voyez autour de vous. Donc, on va aller étape par étape. Aujourd'hui, c'est vraiment un cours d'introduction, juste pour comprendre c'est quoi qu'on a dans le logiciel. Donc, je commence par l'environnement de travail ici. Le menu ruban sur le haut de la fenêtre. Ça, c'est la première chose à faire. Le menu ruban est ici. Donc, comme Revit, ce sont des menus de raccourcis. J'ai ici le nouveau, créer un nouveau fichier, Open, sauvegarde, sauvegarde as, donc sauvegarde comme un nouveau fichier. Ici, vous pouvez ouvrir à partir du web ou de mobile, parce que dans la nouvelle dispositif, dans la nouvelle version d'AutoCAD, on peut avoir maintenant le Autodesk 360. Il faut payer par contre, ça peut vous permettre d'enregistrer vos fichiers directement chez Autodesk et par la suite les ouvrir sur votre téléphone ou n'importe où pour visualiser vos dessins. Donc ici, vous ouvrez, ici, vous sauvegardez sur Autodesk Web ou Autodesk 360. Ça, c'est pour imprimer, undo, redo.
Une chose intéressante à propos de Undo, c'est qu'elle est presque illimitée, puis elle a des fonctions très intéressantes, on va l'apprendre la journée qu'on arrive. Et ici, si vous déroulez ça, donc vous pouvez ajouter d'autres choses dans votre ruban. Donc je peux lui dire aussi ajoute-moi les layers. Ça. Et là, mes layers sont maintenant ici. Vous voyez? Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut être très intéressant. Donc je vais les enlever parce que moi j'aime pas les layers là-bas. Capable aussi de l'activer et le désactiver. Le menu déroulant est juste ici. Donc là, vous ne le voyez pas parce qu'il est caché. Donc si on clique sur la flèche, la même flèche qui est là, vous allez le voir dans les options Show Menu Bar. Donc là, et là, c'est que vous voyez, il s'affiche juste ici. Maintenant, certains utilisateurs d'AutoCAD, ils n'aiment pas les espèces de tabulations avec beaucoup d'icônes parce que ça rapetit beaucoup votre espace de travail. Donc, il y en a qui sont très habitués encore avec les menus déroulants. Les menus qui a toutes les fonctions sont là. Donc, quelqu'un qui sait où est-ce que sont placées les fonctions, il doit juste aller les chercher. Il va chercher qu'est-ce qu'il a besoin. Et entre nous, les gens qui maîtrisent bien AutoCAD, ils connaissent presque toutes les commandes par cœur en les écrivant manuellement. Donc, je vais vous montrer tantôt comment le faire. Donc, juste pour dire, ça c'est notre menu déroulant. Donc, le menu déroulant qui vous pouvez afficher ou désafficher. Si vous n'allez pas l'utiliser, ne gaspillez pas cette épaisseur ou cet espace. Donc, tout simplement, cachez-le, comme ça, on n'a pas besoin de le voir. Mais maintenant, vous savez où chercher. C'est exactement ici. Donc, si maintenant, on regarde notre plan, le menu à tabulation, il y a 3 modes. Je vais vous montrer les 3. Et nous allons comprendre la structure. Donc, ça, c'est le menu à tabulation. Présentement, il est en mode ouvert. Donc, les modes, vous pouvez les changer juste ici à cette flèche. Ça s'appelle Minimize, Minimize to Panel Button. Et là, vous avez une petite flèche à côté. Si vous déroulez, vous pouvez aller directement chercher un des modes. OK? Donc, si je clique la première fois, il va réduire seulement au titre. Donc, comme ça, vous avez Home, Insert, Annotate. Puis, dans chacun, vous avez les titres importants. Si vous venez par-dessus un, il va vous montrer en plan qui va apparaître les autres commandes reliées à dessiner. Donc, Modify, ça va être tout ce qui a de rapport avec modifier. Annotation, même affaire. D'accord? Donc, si je clique encore sur une autre flèche, là, il va aller en mode encore plus petit. Présentement, j'ai juste les noms. Maintenant, si je vais seulement à Layers, regardez, le plan va descendre, il va apparaître. Donc, si je vais par exemple à Draw, les voilà, sont ici. Modify, même affaire. Donc, comme ça donne plus d'espace pour travailler. Donc, ce n'est pas vraiment une mauvaise idée. Si je clique encore, là maintenant, le menu devient encore plus petit. Donc là, si je viens sur Home et je clique dessus, désolé, mon ordinateur est un peu ralenti. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Il déroule tous les menus et il les fait descendre. Donc comme ça, il va apparaître temporairement et lorsque je vais les dessiner, il va disparaître. Donc c'est une belle option aussi parce que il faut juste que la carte graphique soit performante et capable d'afficher, désafficher sans compromis ou sans problème. Pour notre code aujourd'hui, je vais l'afficher au complet. Donc je clique une autre fois et ça va retourner comme c'était avant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les menus? Je pense que ça ressemble pas mal à Revit. Dans Home, nous avons dessiné. Donc ça, c'est tout ce qui a de rapport avec les dessins. Et ça, ce ne sont pas les seuls modes que j'ai. Si je déroule, j'ai d'autres outils de dessin cachés. Après, j'ai la modification. Donc, disons ici, je dessine.
si je coupe, je modifie, vous allez reconnaître les mêmes logos, les mêmes icônes qu'on retrouve dans Revit, parce que c'est fait par la même compagnie, par Autodesk. Après, j'ai les annotations, mais ça, c'est un résumé des annotations. Là, j'ai les layers, les blocs, les propriétés, les groupes, les utilités, le cut and paste et bon, les tuiles, tout ça. Si je vais dans Insert, ici, tout ce que j'amène de l'extérieur. Donc, c'est ici que je vais chercher un autre dessin AutoCAD que je mets dans mon dessin. Je peux importer des PDF, importer des images. Nous allons voir au prochain cours comment nous allons placer, par exemple, une image en plan et dessiner par-dessus. Par la suite, dans Annotate, ici, on va pouvoir mettre du texte, mettre des cotes et des leaders, des tables. OK? Par la suite, les autres, on va utiliser beaucoup moins. Pas dans un cours d'introduction comme le nôtre. Donc ça, c'est les paramétriques, des choses paramétrées d'avance. Ça peut être dans le View, ici. Il y a des choses très importantes à se rappeler. Regardez quand vous avez une icône affichée en bleu, c'est parce qu'il est actif. Donc ça, c'est les propriétés. Il est actif. Si je clique dessus une fois, il disparaît. Donc, si jamais votre boîte de propriétés, si jamais vous l'utilisez, vous aimez et vous aimeriez la retrouver parce qu'elle est partie, c'est dans View, Propriétés. Et ici, j'ai aussi les Tool Palette. Nous allons la découvrir à un moment donné parce qu'il y a des outils dedans. Ça peut être comme intéressant pour certains. Donc ici, tout ce qui a rapport avec la visualisation. Il faut noter que View d'AutoCAD n'a aucun rapport avec View de Revit. Parce que dans View Revit, on pouvait créer des plans de coupe, des caméras, des rendus. Tandis que dans AutoCAD, c'est plus l'affichage. OK? La seule différence, peut-être, on peut faire le set des plans ici. Mais pour le reste, nous avons les unités. Et ça, c'est la calculatrice. Il y a les unités, il y a des choses comme ça. Manage, en fait, les unités, on va les retrouver ici dans Manage. Mais moi, je vais vous montrer les raccourcis, comment on pourrait tout avoir de façon plus rapide. Donc ici, pour Manage, nous avons des codes Lisp. Ça, c'est le langage de programmation d'AutoCAD. Donc, on est capable de créer ici, par exemple, un macro, une liste de commandes prédéterminées. Par exemple, une séquence de commandes de 10, 15 commandes de suite qui vont faire que lorsque tu l'appliques, il va faire comme une séquence d'opérations. Puis lorsqu'on va l'enregistrer et on va l'appliquer sur, par exemple, une ligne, on pourrait créer une composition de mur avec. C'est cool. Donc, admettons que vous avez dessiné seulement le contour de votre bâtiment avec une ligne simple. Vous pouvez créer une Lisp qui dit, lorsque je clique sur une ligne, crée-en un premier parallèle, appelle-le ça, donne-lui telle couleur, un deuxième parallèle à telle distance, un troisième, un quatrième. Donc, vous pouvez lui dire de créer une composition de mur complète à partir d'une ligne simple et lui dire dans quelle orientation aller. On peut faire plein de choses avec les Lisp. En fait, tout AutoCAD, il est basé sur ce langage de programmation qui s'appelle l'AutoLisp. L-I-S-P. Comme le mot est ici, Visual Lisp Editor. Output ici, mais c'est pour exporter, n'est-ce pas? Imprimer plusieurs feuilles en même temps, exporter. Et s'il y a les add-ins, vous pouvez avoir des extensions que vous pourriez ajouter dans AutoCAD. Collaborer, c'est lorsqu'on peut collaborer avec quelqu'un d'autre. On peut comparer deux DWG, voir qui a fait des changements plus récents que l'autre. On peut les partager avec des amis, avec des entrepreneurs, via, par exemple, Autodesk 360. Puis ici, bon, Express Tool, ça c'est des outils rapides pour faire, par exemple, ici, le break symbol pour couper une coupe. Il y a plein de affaires, plein de petites affaires qu'on pourrait le voir dans un cours à un moment donné. Mais ce n'est pas le plus important. Donc, le plus important, c'est vraiment dans les trois premiers. Dans les trois premiers, on a pas mal tout. Maintenant, si je regarde, ça c'est notre menu à tabulation.
Nous avons un mode plein écran pour travailler en paix. Donc, ça se trouve dans le menu en bas. Donc, ce menu que vous avez complètement en bas, vous avez juste à la fin ici, regardez, dans ce coin, vous avez un petit bouton. Si vous le cliquez, AutoCAD devient plein écran. Et vous pouvez aller le chercher avec CTRL 0. En fait, CTRL 0. Comme ça. Et comme ça, vous pouvez voir votre dessin partout. Des fois aussi, si vous êtes en train de présenter devant dans votre atelier ou devant un client, ça ne vaut pas la peine de voir tous les menus. Donc comme ça, vous pouvez voir tous les dessins. Lorsque vous voulez retourner tous les menus, vous faites CTRL 0 de nouveau. D'accord? Toutes les commandes d'AutoCAD ont des raccourcis. Et comme je vous dis, apprendre les raccourcis d'AutoCAD, c'est commun. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre tous les mots complets. Les raccourcis, il suffit de taper souvent la première lettre. Par exemple, là, je vais les dire en anglais parce que les raccourcis peuvent changer en français. C'est presque toujours la première lettre du mot représentant une fonction. Pour une ligne, c'est L. Pour polyline, c'est PL. Pour cercle, c'est C. Pour arc, c'est A. Donc, si je regarde ici, pour move, c'est M. OK? Si je vais voir s'il l'affiche en même temps, lorsqu'on vient sur le menu, non, il ne l'affiche pas. Mais c'est M. Pour rotationner, c'est RO. Pour copier, donc vous voyez, miroir, c'est MI. Puis comme ça, il y a plein de commandes. E, c'est pour erase, pour effacer. Ça, c'est partagé entre le français et l'anglais, parce que effacer et erase, tous les deux commencent par E. Il y a d'autres mots, par exemple, que le mot change complètement. Donc, on pourrait voir, je vous ai préparé une liste des raccourcis à un moment donné. À chaque fois qu'on va apprendre de nouvelles commandes, on va apprendre les raccourcis en même temps. Maintenant, vous me dites, mais les raccourcis, on les écrit où? C'est où que ça va? Ça va ici. Regardez. Vous avez une ligne de commande qui capte les commandes. Alors, si je tape maintenant L, dans AutoCAD, vous voyez le L, il s'est écrit ici. Dans AutoCAD, le spacebar, c'est un retour de chariot. Donc, vous n'avez pas besoin de faire Enter, entrée de chariot. Il suffit de faire spacebar. Et là, regardez ce qu'elle dit. Elle dit ligne, dis-moi le premier point. Donc, admettons, je dis, ça c'est mon premier point. Elle me dit, dis-moi le prochain point. Elle dit ici. Là, il attend s'il y a d'autres points. Mais moi, je vais dire, ça suffit, j'ai fini. J'ai juste à faire spacebar ou échapper. Soit spacebar, soit échapper. Ma ligne est terminée, elle est dessinée. Donc, comme vous voyez, c'est commun, si je le fais de nouveau, L, et je dessine d'ici à là, j'ai fait spacebar et j'ai terminé. Maintenant, si je vais effacer, j'ai fait E, entrée de chariot. Je peux sélectionner. Ma sélection que j'ai fait vers la gauche, regardez, à droite c'est bleu, à gauche c'est vert. À droite, les lignes sont pleines, à gauche, elles sont pointillées. Lorsque c'est pointillé, il va sélectionner tout ce qui touche. Lorsque c'est plein, il va sélectionner seulement ce qui est inclus dans le rectangle. Alors, je le fais comme ça, et je fais Enter, tout est effacé. Donc, ça nous a introduit un petit peu à la commande, à la ligne des commandes. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a souvent des options pour chaque commande dans AutoCAD. Donc, il faut vraiment bien lire qu'est-ce qu'il nous dit et on est capable d'aller chercher ces options. Mais on va le voir étape par étape. Donc, maintenant, la prochaine étape. Nous avons vu le plein écran. Nous avons le menu des lignes d'état, c'est ça, des lignes d'état en bas de la fenêtre. Il contient des options à activer et désactiver pour aider les dessinateurs. Puis par la suite, nous avons la boîte de commande, celle que je viens de vous présenter. Donc ça, on a vu.
Maintenant, on va voir la ligne d'état. La ligne d'état, c'est celle qui est en dessous de la ligne de commande. C'est celle-là ici en bas. Ce que vous avez ici sur elle comme option, ils sont accessibles à partir de 3 lignes complètement à droite en bas. Ceux qui sont cochés, ils sont présentement sur la ligne. Ceux qui ne sont pas cochés, ils ne sont pas visibles pour le moment. Donc si j'aimerais, par exemple, les unités, il n'est pas là. Si je clique dessus, ah, là il est apparu là. Je vais regarder, je vais l'enlever, je vais le mettre, je vais voir où est-ce qu'il est parti. Il est juste là. Ici. Donc présentement, je travaille en décimale. Je peux travailler en architectural, décimal, engineering, fractional et scientifique. Mais je l'ai fait ajouter sur ma liste. Si par exemple votre AutoCAD va très lentement, il se peut que votre carte graphique va mal. Donc ici, vous avez un accélérateur de carte graphique. Donc encore une fois, s'il n'est pas ici, vous allez le chercher. Il est juste là. Graphic Performance. Okay? Performance graphique. Si vous faites bouton droit de la souris, vous allez dans Graphic Performance. Et si vous êtes capable de le mettre en on ou off, il vous dit c'est quoi la carte graphique qu'il utilise, quelle version de DirectX, et vous pouvez choisir quel mode d'affichage ou de traitement de matière. Donc présentement, moi je l'ai mis sur Basic. Donc ici en bas, vous avez plein d'affaires. Parmi les choses que vous avez aussi, les coordonnées. Donc lorsque je dessine par exemple, regardez, lorsque je bouge ma souris, admettons que je dessine à partir de là. Là, ici, il m'affiche, je suis à quelle coordonnée. À chaque fois que je clique, il dit je suis quelle coordonnée maintenant. Donc, ça c'est CTRL-I pour coordonnées. Regardez maintenant, je suis en mode coordonnées permanent ou au temps réel. Si je fais CTRL-I de nouveau, il va l'afficher, il va afficher seulement, comme là je suis comme ça. Là maintenant, il va l'afficher seulement lorsque je clique. À chaque fois que tu cliques, il montre c'est quoi. Il y a un intérêt de ça, c'est qu'il est capable de préserver ta position. Donc on est capable de savoir que lorsque j'ai cliqué ici, il me montre la position. Vous allez voir plus tard qu'on n'a pas vraiment besoin de ça, mais c'est intéressant de se localiser dans l'espace. Comme c'est important de savoir que l'origine, il est à 0, 0. C'est ici, X, Y. Donc ici, je suis sur le mode 0, 0. Très bien. Donc si je vais rapidement à travers tout cela, donc ici, je suis dans Model Space présentement. Si je clique, je peux aller à Paper Space. Ok, c'est une façon d'aller de l'un à l'autre. Alright? Donc, moi, je préfère afficher cela. Je trouve que c'est plus facile de travailler avec. Ici, vous pouvez afficher la grille. Si vous aimez travailler, moi j'aime beaucoup travailler avec la grille, ça m'aide beaucoup. Puis par la suite, vous pouvez paramétrer un mode d'accrochage sur la grille. Ok? Même si c'est pas. Ça peut être. Ça dépend si quelqu'un aime utiliser ça. Par la suite, les Dynamic Input. Donc, Dynamic Input, lorsqu'il est activé, ça va faire que vous n'aurez pas besoin de la propriété ici. Pourquoi? Parce qu'en dessinant, il vous affiche tout le temps en temps réel les Dynamic Input reliés à l'objet. Donc, disons que j'ai dessiné cette ligne, je clique dessus. Là, je ne le vois pas. Ok. Mais vous allez voir que lorsque vous êtes en train de dessiner, regardez comment il vous montre les coordonnées à côté du curseur. Vous voyez les coordonnées? Donc maintenant, si moi je vais chercher la longueur, par exemple, dans ce sens, puis je vais 12 000 exact. C'est ça mon Dynamic Input. Puis par la suite, je le veux, par exemple, ici, je veux exactement 10 000. Donc si j'écris 10 000, comme ça, il me le fait exact. On dit que si je n'avais pas de Dynamic Input, je ne le verrai pas. Regardez, je ne vois pas
les dynamic input à côté de la ligne. Très bien. Ça, c'est le mode qu'on appelle mode ortho. C'est F8. C'est super important. Lorsqu'il est activé, c'est très utilisé dans l'architecture. Ça force les lignes à rester orthogonales. OK? Ça aussi, c'est très intéressant, le polar tracking. Vous êtes capable de le paramétrer à certains degrés. Par exemple, à 10, 20, 30, 40 degrés, 15, 30, 45. Donc, si je vais avec 10, donc à toutes les 10 degrés, il change. Tu cliques ici, tu veux dessiner. Il va saccader aux 10 degrés. Donc, ici, ça va être, je suis parfaitement vertical. Et si vous voyez dans les dynamic input à côté, vous avez le signe de plus petit. Lorsque vous avez plus petit, ça veut dire qu'il y a les degrés après. Donc présentement, c'est 90 degrés. Donc comme ça, c'est 80, comme ça, c'est 70, et là, c'est 60, et ainsi de suite. Vous pouvez l'incrémenter au 1 degré. Vous me dites, c'est quoi la différence? La différence, c'est que si vous n'avez pas d'incrémentation du tout, il peut aller dans les décimales, genre 27 degrés, 1, 2. Mais si vous le mettez au 1 degré, comme ça, vous savez que vous contrôlez, que vous êtes toujours sur un degré d'un chiffre entier. Donc, c'est ça c'est vos snaps ici, rapidement. Donc, ça, c'est les snaps, présentement, ils sont en on. Si vous faites bouton droit de la souris, vous êtes capable d'activer d'autres. Présentement, c'est les endpoint, midpoint, center. Vous avez certains modes qui sont actifs, et ça, c'est le mode par défaut. Ce qui fait que lorsque je dessine une ligne maintenant, normalement, je suis capable de le snapper. Vous avez vu, il vous dit, regardez comment il dit, j'ai cherché les endpoints, donc la fin de la ligne. Regardez le triangle, ça c'est les midpoints. Je peux chercher les perpendiculaires, ça c'est l'intersection. Et ça c'est les perpendiculaires. Regardez, il les dit. Donc il me dit comment je suis en train de snapper. C'est le mode d'accrochage. Le mode d'accrochage, c'est F3. Donc si je fais F3, il désactive. F3, il s'affiche. Les autres choses, ça c'est les épaisseurs de ligne. Ça, on va les apprendre au bon moment, dans 3 ou 4 cours. Ça, c'est les unités. Puis ça, c'est les quick properties. C'est ça ce que je vous disais tantôt. Je mélangeais un peu avec les dynamic input. Dynamic input, c'est pour rentrer les données, tandis que le quick property, il suffit de cliquer sur une ligne et il va vous afficher à côté de la ligne les propriétés. Donc, comme ça, vous pouvez changer la couleur, les layers ou autre chose. Donc, ça, c'est pour notre barre en bas. On a appris pas mal de choses. Les propriétés, on va les apprendre un peu plus au bon moment. Donc maintenant, nous allons ensemble effacer toutes ces lignes-là. On fait E, spacebar. Cette fois-ci, plutôt que de sélectionner, je vais lui dire All. All, pour ceux qui ont AutoCAD anglais, je crois que ça va être T pour tout, pour ceux qui ont AutoCAD français. Et par la suite, il a tout sélectionné. Là, comme j'ai fini la sélection, je vais faire spacebar. Et là, il a tout effacé. Donc, on regarde la prochaine. Maintenant, on est pas mal à définir. Les outils. Nous avons les réticules, les pickbox, les cônes de l'origine et les blips. Donc, on va voir ces 4 choses. C'est quoi les réticules? C'est les curseurs que vous voyez bouger. C'est la petite croix. Vous êtes capable de l'allonger. AutoCAD original, il avait des lignes qui dépassaient l'écran. Donc, il allait à l'extrémité dans les deux sens. Après, ils ont trouvé que c'est le fun que les réticules soient petits comme ça, c'est suffisant. Mais si vous voulez le changer, c'est possible de le changer. Vous tapez config pour la configuration d'AutoCAD. Et il est possible d'aller là-bas à lui dire si vous aimeriez que les réticules soient plus grands. Donc ici, dans Display, vous avez tout ce qui a de rapport avec les displays. Donc les réticules en anglais, c'est Crosshair Size. Présentement, il est 5. Donc si je les mets 35, on va dire OK.
Regardez, c'est devenu grand. Lorsque vous avez tapé une commande, si vous tapez spacebar de nouveau, il peut aller chercher la même commande précédente. Donc la dernière commande, elle est facilement, vous pouvez facilement la chercher tout simplement en faisant spacebar ou entrée de chariot. Donc comme on a dit, l'entrée de chariot correspond la spacebar et entrée de chariot, c'est la même affaire. Donc ici dans Display, vous pouvez changer l'affichage d'AutoCAD. Présentement, il est dark. Vous pouvez aller à Light. Vous avez plein d'options. Vous pouvez les lire, la coloration, les couleurs, les fonts. Pour ceux qui aiment personnaliser AutoCAD. Ici, les fichiers, on est capable de lui dire où placer nos fichiers. Surtout pour les fichiers back. Si jamais il y a eu un crash, on sera capable d'aller chercher nos fichiers. Donc, c'est ici dans Automatic Save File Location. Donc, il met présentement dans ces temp. Donc, on va regarder ça un peu plus en détail, mais ce sera bien de juste vous dire pour le moment où regarder ces choses-là. Présentement, dans Open and Save, Automatic Save, à toutes les 10 minutes, mon fichier se sauvegarde automatiquement. Mon fichier temporaire qui se sauvegarde automatiquement, il se place dans le dossier CTemp, comme on a vu ici, là, et il va s'appeler comme extension AC signe de $. Il suffit de changer l'extension à DWG, qui est l'extension d'AutoCAD, et comme ça, vous pouvez réouvrir ce fichier. On va faire un test ensemble à un moment donné. Ça, c'est pour l'impression, les systèmes. Écoutez, c'est juste l'idée de savoir. Ça, c'est les PicBox. On va le voir tantôt. Donc, voilà. Ça, c'est pour le 3D. Ça, c'est notre PicBox. Et ça, c'est le grip size. Et ça, on va le voir tantôt. Donc, je lui dis OK. Maintenant, moi, je l'ai ramené à 5. Donc, ça, les crosshair, c'est les réticules en français. Quand il se promène, là, comme j'ai changé le mode à light, peut-être il va prendre un petit peu plus de temps pour changer. Vous voyez, il a changé à mode clair, n'est-ce pas? Donc là, je vois tout. Ici, c'est toujours au noir dans AutoCAD. Je peux changer la couleur, mais c'est bien pour les yeux que ce soit noir. En fait, même en haut, ça aurait été mieux. Mais en tout cas, ça dépend de personne à l'autre. Maintenant, on a appris le réticule. Le deuxième, c'est les PicBox. Donc, admettons que j'ai une ligne, comme ça. Et maintenant, je vais effacer la ligne. Admettons que je vais faire plusieurs lignes. Donc, ce que je vais faire, je vais effacer. Donc, comme on a dit, mais effacer, on a dit que c'est E. Disons que je vais déplacer. Donc, déplacer, c'est M. Mais déplacer en français, c'est déplacer. Ce n'est pas move. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, c'est la lettre D. Donc, regardez la petite boîte qui me permet de sélectionner, ça s'appelle PicBox. Et la boîte de sélection. Donc, avec ça, si tu cliques sur la ligne, tu viens de la sélectionner. Maintenant, je vais la déplacer. AutoCAD fonctionne comme Revit. Quand tu finis une opération, tu dois lui dire « j'ai fini ». Donc maintenant, j'ai fini la sélection, je dois lui dire « spacebar ». J'ai terminé. Et à partir de là, maintenant, je vais sélectionner le point de départ de déplacement au point d'arrivée. D'accord? Donc, comme vous avez vu, les PicBox, maintenant je retourne à Config. Si jamais quelqu'un trouve que le PicBox est trop petit, nous allons voir comment le rendre un peu plus grand. Donc ici dans Sélection, le voilà mon PicBox. Donc vous pouvez l'agrandir comme ça. Vous pouvez Select Effect Color. Les effets, c'est présentement en bleu. Admettons qu'on les fait en jaune, on va voir tantôt qu'est-ce que ça fait. Et là, vous avez plusieurs sélections ici pour la visibilité. Donc ça, c'est vraiment, ça retourne à chacun. Donc, regardez le PicBox maintenant, il est devenu plus grand. On le voit dans les crosshairs. On voit que la boîte est un peu plus grande. Si j'ai fait Move, regardez la boîte, elle est plus grande qu'avant. Je sélectionne. Je vais le prendre du milieu et aller le placer, disons, sur la ligne.
Donc là, je sais que le milieu de cette ligne, elle est sur l'extrémité. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous montrer les blips. Donc, si on coche maintenant sur notre pickbox, il y a l'icône de l'origine, je vais vous le montrer, puis par la suite les blips. Donc, l'icône de l'origine, c'est celui-là. Ça ici, c'est 0,0. Le fait que vous regardez en X et Y, si je regarde dans le monde 3D, normalement j'ai X, Y et Z vers le haut. Donc, le plan, je suis présentement en plan top. Vous voyez ici, je regarde du top. Si je regarde du côté, là je ne vois plus X, Y. Là maintenant je suis en train de regarder X, Z. Donc oui, AutoCAD est capable de faire du 3D. Ce n'est pas le plus beau 3D, mais il est capable. De point de vue technique, son 3D n'est pas de la même qualité que 3ds Max ou Revit. Mais il est capable d'en faire. C'est pour ça qu'il donne l'option de travailler sur le Z. Et ça permet de faire... Mais normalement, les élévations qu'on fait avec AutoCAD, on le fait toutes sur XY. C'est-à-dire qu'un dessin que vous voyez, par exemple, d'un architecte, avec ses élévations, et dessine le plan et l'élévation l'un à côté de l'autre. Il ne les fait pas en vrai 3D comme on a fait avec Revit. Donc, si je retourne maintenant, regardez la flèche, j'ai juste à cliquer. Le plan de travail que vous venez de voir, ça s'appelle UCS. C'est ici. Donc, je suis capable de créer de nouveaux UCS. Un UCS, c'est le plan de travail. Là où vous voyez votre grille maintenant, ça c'est notre UCS actuel, c'est le XY. Donc, ça c'est bon. Maintenant, notre prochaine chose à savoir, c'est les blips. C'est quoi les blips? C'est un mode où, lorsque vous sélectionnez un objet, là je vais enlever les Quick Properties, ici. Lorsque vous sélectionnez un objet, sans commande, moi je n'ai pas écrit une commande, je n'ai pas écrit Move, je n'ai pas écrit Erase, j'ai juste, là je fais échapper, j'enlève la sélection. Mais si, tout simplement, je clique sur une ligne, il va m'afficher comme ça 3 petits points. Le point du centre et le point des extrémités. Si je clique sur un des points, comme ça, je peux changer sa position. Regardez. Donc, je peux le prendre et le snapper. Je vais enlever aussi le polar, les polaires. Et comme ça, je peux le prendre d'un côté à l'autre, comme ça. Donc, je peux facilement l'étirer si vous voulez. Si maintenant je le sélectionne de nouveau, et je viens pour cliquer sur le bout, regardez, il me donne deux options. Étire ou rallonge. Une grosse différence, parce que rallonge, il va rester sur le même axe. Il va juste rallonger sur le même axe. C'est très intéressant. Maintenant, j'aimerais vous introduire dans le même mode, si je clique ici par exemple. Moi, je suis capable d'étirer, n'est-ce pas? Mais j'aimerais que vous regardiez en bas dans la base de commande et vous voyez Base Point, Copy, Undo, Exit. Ce que vous voyez en bleu, ce sont des options. Donc, présentement, mon Base Point, c'est le point rouge, c'est celui-là. Si je veux le changer, je vais taper sur B. Alors maintenant, je peux changer. Je vais lui dire que mon base point, c'est ici. D'accord? Donc, mon base point, c'est là. Disons que je veux en faire plusieurs copies des étirements. Donc, je vais faire C pour copie. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller en mettre un ici, un là. Je peux en faire plusieurs. Si je suis en train de faire, par exemple, une texture, puis j'aimerais, en faisant la texture, juste faire une... je suis en train de faire une exploration. OK? Donc, à partir d'une seule ligne, en faisant étirer la ligne, je suis capable de dupliquer. Maintenant, j'ai fait spacebar. Et maintenant, je vais la prendre de nouveau. Regardez. Je vais faire un premier spacebar.
Là, tout à coup, ce n'est plus stretch, ça devient move. Et avec cette option move, si je lui dis copie, je suis capable d'en mettre. Je suis capable d'en mettre plusieurs. Donc ça aide beaucoup. Des fois, en travaillant une texture dans le CAO, vous êtes en train de concevoir sur votre plan, puis vous voulez mettre une texture quelconque, vous la prenez, vous la dupliquez partout. Donc, je vais faire spacebar. Je vais la reprendre. Disons pas elle. Je vais prendre une autre. Oups. Je vais sur F1 qui est LED. Donc, je vais prendre celui-là. Je le prends par un blips. Comme ça. Je fais spacebar, ça m'amène à move. Un autre spacebar, ça m'amène à rotation. Donc maintenant, en m'amenant dans la rotation, si je lui dis copie, et je suis capable d'en mettre plusieurs. Je suis capable de rentrer les angles aussi. Okay. Et il y a scale aussi. Donc ça c'est l'histoire de comment gérer les blips. Les blips c'est très intéressant parce que ça aide à réduire beaucoup le temps de travail. Plutôt que d'aller couper une ligne, tu la prends par le blip et tu la tires, tu la snap sur une autre ligne. C'est très rapide. Donc maintenant qu'on a appris ça, on a coché tout ça, on a appris comment activer la grille, comment activer le mode ortho, le mode polaire, le mode d'accrochage, activer les coordonnées. Et on a vu toutes les barres d'état. On a tout terminé. Donc maintenant, on va voir la manipulation de l'outil de dessin. Donc là, ici, quelques informations importantes à savoir. Faire la distinction entre une entrée de valeur absolue et une entrée de relative. Donc ça, c'est la première chose importante que nous allons voir. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par tout effacer. Maintenant, ce que vous avez vu, lorsque je rentre la commande ligne, vous avez vu comment je fais une entrée graphique de dessin. C'est-à-dire que graphiquement avec la souris, je dis où commencer, où finir. Mais admettons que moi, je sais exactement sur le plan cartésien où est-ce que ma ligne doit commencer. Maintenant, moi, j'aimerais commencer à partir de 0,0. Donc, si je sais exactement la position, on appelle ça plan cartésien. Donc, on appelle ça entrée absolue, entrée valeur absolue. Donc, si j'écris 0,0, ça c'est une entrée absolue. Regardez ma ligne, elle commence où? Elle est allée se planter sur 0,0. Maintenant, si je sais, je vais juste regarder une chose, ça, ici, ok, je vais faire CTRL-I, ok, comme ça, voilà. Donc ça ici, c'est 2500 par 2500. Très bien. Admettons que moi, j'aimerais aller maintenant ici. Mais je veux que ça soit exactement sur l'intersection. Je sais que ça, c'est 2500 chaque. Donc ça, c'est 10 000 et ça, c'est 5 000. Sauf que je le sais que si je rentre une entrée absolue, il va le mettre là-bas parce que j'ai commencé à partir de 0,0. Donc, présentement, ça va fonctionner si j'écris par exemple 10 000,5 000. Il va le mettre exactement à la position. Mais admettons maintenant ma prochaine, je vais la mettre ici. Vous voyez, c'est où? Juste ici. Ou disons ici. Le problème, c'est que pour la mettre ici, là, il faut que je calcule à partir de 0,0 pour arriver à là. Et admettons que moi, c'est très loin les 0,0. Je ne sais plus je suis où sur le plan cartésien. Donc la meilleure chose à faire, c'est de savoir la distance à partir du dernier point jusqu'à là-bas. Donc, c'est quoi la distance d'ici jusqu'à là-bas? C'est 7500 et moins 2500. C'est ça. Pour faire ça, on appelle ça une entrée relative. Je dois rentrer un arrobas en premier, puis là tu lui dis la valeur en x en premier, puis la valeur de y en deuxième.
Donc, je vais lui dire 7500, virgule 2500. Ah, j'ai mis 2500, désolé. Il aurait fallu que j'écrive moins 2500. Hein? Donc, je vais le faire de nouveau, mais cette fois-ci ici, disons. Donc, ça va être 2500 en X, virgule, moins 5000. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est l'histoire de l'entrée absolue et l'entrée relative. Donc, maintenant, admettons que je vais retourner ici. Moi, je sais qu'en entrée absolue, ça c'est à 7500,0. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer une entrée relative pour lui dire combien je dois reculer. Je vais juste lui dire de se coller ici. Donc, je ne mets pas d'arrobas. Je vais lui dire directement 7500,0. Comme ça. Maintenant, si j'aimerais qu'il retourne ici et qu'il se ferme, qu'il ferme les deux parts, je peux lui dire la commande C. C pour close. Regardez, vous la voyez ici. C, exit, undo. Donc, si je lui dis C, il le ferme. Il va le ramener au départ, il va créer la boucle. Donc, ça, c'est des informations très importantes. On va finir cette ligne. Maintenant, ici, il est possible de rentrer une valeur polaire. C'est-à-dire que tu lui dis c'est quoi la longueur et c'est quoi l'angle. Donc, ça, c'est très intéressant. Admettons que je commence une ligne. Et cette fois-ci, je vais rentrer une entrée graphique ici. Je veux que ça monte. Il faut savoir que nous, il va falloir qu'on respecte la règle ou le cercle trigonométrique. Dans le cercle trigonométrique, le 0 degré est ici. Ça, c'est 90 degrés. Ça, c'est 180. On va dans un sens antihoraire. Ça, c'est 270. Et ici, on retourne à 0. Donc, si je veux 30 degrés, ça va être ici. Donc, admettons que je veux que ça soit 30 degrés. Donc, je vais lui dire arrobas 10 000, ça c'est la longueur, plus petit à 30 degrés. Comme ça. Maintenant, si je veux moins 30 degrés, donc ça, c'est possible de le faire. C'est tout simplement, il va aller dans le sens inverse, vers le bas. Donc ici, je peux lui dire arrobas, disons 5000, plus petit, moins 30 degrés. Donc on a le droit de rentrer des données négatives. Super. On a appris une chose très importante ici. Une entrée initiale peut s'effectuer avec une valeur absolue en coordonnées ou avec la souris sans accrochage ou avec accrochage sur un objet ou sur la grille. Donc on a vu tout ça. On a vu, on peut le faire avec la souris, on peut le faire avec les chiffres comme une entrée absolue. Une entrée finale peut s'effectuer avec une valeur absolue, c'est possible, sans arrobas, ou une valeur relative, donc ça il faut rentrer l'arrobas, ou une valeur relative polaire, donc ça il faut rentrer l'arrobas avec le plus petit, ou une distance suivant l'orientation de la souris. Donc ça, admettons que vous avez commencé une ligne ici, et juste graphiquement, nous avons pris une orientation quelconque. Et admettons que nous, on est certain de cette orientation. Regardez, vous pouvez snapper là-bas. Si moi j'ai mis mon snap là-bas, je n'ai pas cliqué là, je n'ai pas encore cliqué. Regardez. Donc, le snap, il est accroché, mais la ligne n'est pas encore finalisée. Mais l'orientation, ça me garantit que moi je veux cette orientation, mais je ne veux pas toute cette longueur. Je veux juste 5000. Alors, si j'écris 5000, ma ligne va se créer dans la même orientation, mais pour la longueur que je cherche. C'est très intéressant. Même affaire pour l'extension. Donc, admettons que moi, je veux que ma ligne arrive là, mais en prolongation à partir de ces points. Comme ça. Donc, tu peux les chercher. Et par la suite, tu peux rentrer la longueur que tu veux. Ça va faire que ma ligne va aller suivre cette orientation-là. OK. Donc, on continue.
Les commandes qu'on est supposé d'apprendre aujourd'hui. Donc, les commandes apprises, on a appris L pour ligne. On va voir C pour cercle, A pour arc, Z pour zoom. Nous allons voir CP pour copier, O pour offset, TR pour trim, puis couper l'excédent, et H pour hachir. Donc, nous allons voir ces commandes-là maintenant. On va commencer, après qu'on a vu la ligne, on va voir le cercle. Donc, le cercle, c'est C. Vous pouvez la chercher de là-bas, en haut, ou juste taper C. Vous commencez, vous avez plusieurs options comment vous voulez dessiner votre cercle. À partir de 3 points, 2 points ou centre radian. Donc ça, c'est le centre avec les rayons. Si je le dis, je fais entrée de chariot encore, mais cette fois-ci, je le dis, je vais le faire avec 2 points. Donc à partir de 2 points, attendez, je commence. 2 points, il faut écrire 2P au complet. Donc disons que je veux que mon cercle soit inscrit entre ces 2 points. Donc je clique sur le premier point et sur le deuxième point. Hein? Super beau ça. Je peux aussi définir un cercle en 3 points. Donc je fais Enter de nouveau. Et là je vais le dire 3P. Donc je peux lui dire inscris mon cercle entre ces points et ce point. Donc ça c'est un cercle qui rentre sur 3 points. Ok, donc ça c'est le cercle. Maintenant si on fait l'arc. L'arc c'est A. Et avant de commencer l'arc, il faut savoir comment vous voulez faire l'arc. Parce qu'il y a plusieurs façons. Avant de même le commencer, vous pouvez dérouler le menu de l'arc. Vous allez voir toutes les méthodes que vous voulez le faire. Ça peut être 3 points. Début, regardez, start, center, end. Début, centre, fini. N'oubliez pas quelque chose de très important pour les arcs. Que les cercles et les arcs, ça suit toujours le cercle trigonométrique. On parle avec 0 à droite sur votre est et de l'est on va au nord. Le nord c'est 90, l'ouest c'est 180 degrés, le sud c'est 270 et on retourne à l'est à 0. D'accord? Donc lorsque je vais faire par exemple un arc, début, centre, fin. Donc disons que mon début il va être ici. Mon centre, il va être ici. Donc là, je dessine la fin. Vous avez vu comment il va dans le sens anti-horaire. Et là, je peux lui dire de s'arrêter ici, s'arrêter là. Je peux lui dire l'angle. Donc je peux lui donner la longueur. Regardez ici. Vous êtes capable de donner l'angle ou la longueur. C'est super cool parce que l'arc, il peut avoir une longueur d'arc. Donc c'est extrêmement précis. Surtout pour quelqu'un qui fait, les périmètres est important pour vous. Donc avec l'angle, je peux par exemple lui dire, regarde, j'en veux 90 degrés. Donc ça c'est mon 90 degrés. Ça fait un arc qui fait ça, ça crée un 90 degrés à partir du centre. Donc vous pouvez explorer les autres méthodes de faire un arc, il y en a plusieurs. Donc si je regarde maintenant le zoom. Donc le zoom c'est Z. Si vous cliquez sur Z, spacebar, et à partir de là, vous êtes capable de créer une fenêtre. Vous pouvez tout simplement, si vous faites zoom A, ça fait zoom all, ça vous montre tout votre dessin. En français, ça devrait être zoom T, ZT. Mais si vous faites Z, regardez, lisez qu'est-ce que ça vous donne comme option. Vous pouvez faire Z objet. Donc l'objet, vous cliquez sur un objet spécifique, il va zoomer dessus. Donc si vous êtes sur un grand bâtiment, vous voulez zoomer sur une fenêtre, faites zoom sur la fenêtre, et comme ça vous permet de le faire. Alors, par la suite, copier. Copier, c'est CP. Donc, ce qu'il faut faire, vous tapez CP en premier. Vous pouvez faire aussi l'inverse. Bon. Et là, vous sélectionnez les objets que vous aimeriez copier. Vous avez fini de sélectionner, vous faites Entrée. Là, vous lui dites où commencer et où arriver. Maintenant, en le faisant, comme vous voyez, vous êtes même capable de le faire plusieurs fois.
Mais il aurait été possible de faire un array aussi, c'est-à-dire que tu prends encore une fois, copier, tu sélectionnes, entrée chariot, et là on est capable de lui dire, je commence à partir de là, et là je vais prendre la commande array. Donc il va me dire, très bien, tu veux combien de copies? Je vais dire, j'en veux 5. Donc là il dit, ok, très bien, tu veux le mettre dans quel sens? Regardez. Donc ça se répète, par exemple, un escalier, comme ça, hein, comme ça. Donc, ça peut être un escalier. Je peux aussi l'aligner. Je peux choisir la distance. Maintenant, si je prends la commande fit, regardez toujours l'option qu'il vous écrit en bas. Si je lui dis fit, plutôt que de définir la distance entre le premier et le deuxième, il peut m'aider à définir la distance entre le premier et le dernier. Et à partir de ça, il va faire à distance égale les autres. Donc ça, c'est une commande vraiment utile pour copier une marche. Tu as fait une marche en coupe et tu veux en copier les autres. Mais alors, tu la copies, tu définis le dernier, puis tu lui dis tu veux combien entre. Et c'est fait en un clin d'œil. Donc ça, c'est la commande copier. Maintenant, nous allons voir la commande offset. Donc offset, c'est comme Revit. C'est la même chose. Oups. On va retourner. Donc offset, c'est la lettre O. Donc si vous avez un cercle, si j'ai fait offset, il me dit c'est quoi la distance que tu veux. Je peux définir la distance. Je peux définir la distance d'une façon graphique. Admettons que la distance, je la veux égale à ça. Et lui maintenant, il a compris c'est quoi. Donc là, tu l'as fait, tu cliques sur ta ligne, puis après il va créer la chose. C'est-à-dire qu'un offset, tu peux le rentrer d'une façon numérique. Tu peux lui dire, là, lui, c'est 4400. Si tu lui dis, je le veux 2500, il va te le faire à 2500. Comme ça, là. Mais si tu ne sais pas c'est combien, mais tu sais que c'est la même distance qu'un objet à côté. Donc, lorsqu'il te demande de rentrer la donnée, tu n'es pas obligé d'écrire. Tu peux aller avec le snap, mesurer une autre distance, et lui, il va comprendre que c'est la bonne distance. Alright. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va voir la prochaine étape. Trim, et par la suite, hachure. Donc, trim, regardez, si vous avez, par exemple, une ligne qui traverse ça. Allez, on va faire la ligne. Comme ça. Je vais faire traverser la ligne plusieurs fois. Très bien. Maintenant, admettons que j'aimerais couper certaines lignes. Donc, vous êtes en train de développer un design de mur, puis vous ne savez pas encore quelle ligne vous voulez couper. Vous prenez la commande trim, qui est TR. Là, je ne la vois pas ici. Probablement, elle est à l'intérieur, ici. Où est-ce qu'elle est? Ma belle commande trim. Miroir. Ah, il est là. C'est avec les ciseaux. Donc, vous prenez trim ou vous tapez TR. Maintenant, moi, ce que je fais, je sélectionne toutes les lignes. Et maintenant, après que je fais spacebar au retour du chariot, je peux venir dire, OK, cette ligne, je ne la veux pas, celle-là, je ne veux pas, celle-là, je ne veux pas. Donc, tu es en train de travailler sur quelque chose, puis tu aimerais éliminer certaines lignes pour, comme, tu peux aussi éliminer les lignes avec des modes crossing. Tu n'es pas obligé de juste, si tu sais exactement toutes les lignes que tu veux éliminer, admettons que tu veux éliminer toutes ces trois lignes, mais tu peux faire tout ça comme ça. Et tout partir. Donc, disons que j'élimine ça, j'élimine ça. Ok, vous comprenez l'idée? Voilà, regardez qu'est-ce que ça fait. Donc, admettons que vous avez développé un tram, et par la suite, dans le tram, vous voulez éliminer des lignes. D'autres fois, le trim, c'est plus chirurgical, c'est-à-dire que vous avez une ligne à effacer. Ça, il va avoir un cours qui va traiter toutes les modifications que je vais aller l'expliquer plus en détail. Maintenant, les hachures. Donc, après qu'on a fait ça, maintenant, j'aimerais remplir certaines cavités avec une couleur.
Donc, je vais prendre ici, ça c'est la commande de la hachure. Si je la déroule, j'ai hachure, gradient et boundary. Aujourd'hui, on va apprendre juste la hachure. Donc, vous faites H, Enter. Et ça va être presque votre devoir de cette semaine. Donc, vous aurez juste à suivre les étapes. Donc, maintenant que j'ai fait la commande hachure, je peux choisir les types d'hachure. OK? Donc, moi, pour aujourd'hui, je vais prendre juste solide. Et je vais lui dire pick point. Faites attention, pick point. Il a deux façons. Je peux faire pick point ou select. Avec select, il va remplir un objet entier, comme par exemple un cercle. Et moi, des fois, je n'ai pas comme le luxe d'avoir un objet complet. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai rempli des zones. Donc, je vais aller faire entrée de chariot de nouveau. Je vais prendre solide, puis je vais prendre pick point. Qu'est-ce qu'il va faire le pick point? Il va aller calculer à l'intérieur d'une zone délimitée. Parce que comme moi j'ai déjà délimité mes zones, donc là il est capable de savoir quelles sont les zones que j'aimerais remplir. Si ces zones-là sont fermées, bien entendu, il ne faut pas que la zone soit par exemple ouverte, parce que s'il est ouverte, il ne va pas pouvoir la reconnaître. N'est-ce pas? Parce que si je clique ici dans le vide, par exemple, il ne pourra pas comme remplir le monde d'Achir. Ça va faire planter l'ordinateur probablement. Alors que ce qu'il faut faire, c'est plus choisir des zones délimitées. Lorsque c'est fini, vous dites Close Hatch Creation. Et là, votre dessin, il est fait. D'accord? Donc, maintenant qu'on a terminé cette étape-là, donc, comment commencer un projet? Lorsque vous commencez un projet, vous faites nouveau, vous choisissez votre gabarit, vous vérifiez les unités, vous vous assurez que vous travaillez en millimètres, en décimales en tout cas. Vous ajustez la grille avec les bons espacements, je vais vous montrer comment le faire. Vous configurez les snaps, sont déjà faites, puis vous sauvegardez votre fichier, puis par la suite, vous dessinez. Donc ça, c'est les étapes. Donc je vais vous montrer maintenant, si vous voulez vérifier vos unités, vous écrivez unit. D'accord? Donc unit, c'est les unités. Après que vous avez créé votre fichier, vous voulez vérifier vos unités. Présentement, je suis décimal. Donc, c'est exactement ce qu'il faut. Ça, c'est pour millimétrique. La précision, je la laisse à 0 parce que je travaille en millimètres. Et tout simplement, j'ai juste à dessiner en chiffres entiers. La deuxième chose que je voulais vous montrer, que je n'ai pas encore expliqué, c'est les espacements de la grille. Donc, lorsque vous regardez en bas votre grille ici, voilà, voyez, si vous cliquez sur le bouton droit de la souris, il va vous afficher Grid Settings. Donc, dedans, dans le Grid Settings, il va l'ouvrir. Nous allons pouvoir lui dire c'est quoi les espacements de la grille. Donc ici, par exemple, j'ai la grille en 1 et ici que les espacements, c'est de 100. Je peux lui dire 1000. 1000, ça va correspondre à 1 mètre. Et automatiquement, il va les dupliquer pour les X et les Y. Donc je fais un entrée de chariot. Et voilà, maintenant mes espacements, c'est de 1 mètre chaque. Donc ça me permet de bien savoir c'est quoi l'échelle que je suis en train de travailler. Ça me permet de mieux voir. Par exemple, si c'est 100, ça peut être trop petit. Mais maintenant, 1000, ça me donne une bonne idée de dimension de mes objets. La dernière chose à faire maintenant, pour me remettre des travaux, il faut imprimer en PDF. Donc, imprimer en français, en anglais, ça peut être plot. Ou ça peut être, par exemple, print. Vous avez ici le signe de l'imprimante. Ça fait la même chose, mais dans AutoCAD, ça c'est le nom spécifique pour l'impression. Donc je vais le faire. Et nous allons voir tout de suite comment imprimer en PDF, parce que c'est ça qu'il faut me remettre. Donc on ne demande pas grand chose pour le moment, c'est juste une impression de base. L'imprimante, on déroule
et on va aller chercher une imprimante PDF, Adobe PDF. Si vous n'avez pas Adobe PDF d'installer, vous pouvez prendre AutoCAD PDF, DWG to PDF. Et ça contrôle plus les qualités, mais vous pouvez prendre juste DWG to PDF. Ici, assurez-vous de chercher une feuille, par exemple, pour ce travail, 8,5 par 11. Donc, je vais prendre un fichier A4. A4, c'est bon. Comme ça. Là, ici, on va lui dire coin imprimé. Si vous avez bien délimité votre dessin, vous pouvez faire Display ou il est possible de faire Window. Donc, avec Windows, je suis capable de délimiter mon dessin. On va apprendre dans le futur comment imprimer à partir de layout. Pour ce cours-ci, ce n'est pas un problème. Juste comme ça. On va lui dire centre mon dessin. Puis on va lui dire pour le scale, seulement pour ce cours, fit to paper. Mais normalement, jamais il faut faire fit to paper. Il faut mettre une échelle. Donc, je vais lui dire maintenant de me montrer de quoi il a l'air le dessin. Donc, il va l'afficher. Et le voilà. Donc, ça, c'est superbe. Donc, normalement, vous écrivez votre nom quelque part aujourd'hui pour ce travail. Donc, pour écrire le nom, tout simplement, vous prenez l'outil texte et vous l'écrivez. Donc, l'outil texte, c'est pas compliqué. Ici, votre texte. Maintenant, pour ne pas perdre ça, ces paramètres que vous avez fait, vous pouvez faire ajouter, vous pouvez les sauvegarder et l'appeler par exemple PDF travail 1. Donc comme ça, vous pouvez les retrouver. Si vous faites maintenant cancel, il est possible de les retrouver après. Donc ici avec texte, je commence ici. Attention, vous avez deux modes de texte. Vous avez les single et le multiline. Je vais prendre single. Je commence ici. Là, il me dit c'est quoi la hauteur. Graphiquement, je vais lui dire la hauteur, c'est ça. Il me dit c'est quoi l'orientation. Je vais dire c'est ça. Donc, je vais écrire ça en horizontal. Et maintenant, il va afficher. Et voilà. Donc, je suis prêt pour écrire mon nom. J'ai fait double entrée de chariot. Maintenant, je vais faire plot de nouveau. Et maintenant, je vais dérouler ici pour aller chercher mon PDF TP1 que j'ai fait. Je vais faire un preview. C'est super utile. Attention, lorsque vous faites OK pour une impression, là on ne voit pas mon nom complet parce que c'est pas bien délimité. On va voir comment on va le corriger tout de suite. Lorsque vous dites OK à l'impression, ce que ça fait, il imprime. Donc il ne faut pas dire OK, il faut dire plutôt cancel, annuler. Donc vous avez vu ce que j'ai fait, j'allais chercher Windows, la fenêtre, et je l'ai changé. Donc maintenant ça devrait bien rentrer. Là je lui dis OK. Il va me dire où est-ce que tu veux le mettre. Disons que je vais le mettre ici, je vais faire save, et il va faire mon PDF. Donc c'est ça, c'est que vous me remettez. C'est pas ça le travail de la semaine. Le travail de la semaine, il faut le retrouver sur Studium. Donc tout simplement, retrouvez-le et suivez les étapes. Mais dans les étapes, ça me prend absolument le dessin imprimé à une échelle visible sur une feuille 8,5 par 11 avec le nom sur la feuille. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine.